Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver. C'est parti pour les titres de cette édition. Le gang dans un communiqué de presse, la police a annoncé l'arrestation des frères Konaré vendredi. La main tendue du président Macky Sall au Parti démocratique sénégalais, toujours au cœur de l'actualité. Un appel au dialogue salué par Serine. Une idée dans ce journal. C'est en septembre 2016 que les agents de la Cour des comptes vont s'installer dans leur nouveau bureau. Un retard de 9 mois justifié par l'extension du bâtiment. Un bâtiment qui va coûter 7 milliards de francs CFA. Le ministre Diène Farba Sarr. C'est fait, le maire de la Médina a signé un décret interdisant l'exploitation des talibés dans son périmètre communal. Bamba Fall est catégorique, toute personne qui violera participait à l'inauguration de 2 écoles destinées aux du patrimoine, édition 2016. Au menu des manifestations et rencontres entre les différents acteurs. Le patrimoine, un sujet que nous aborderons pour abriter. Depuis le démarrage des activités, l'ancienne gare routière est prise d'assaut par les artistes et par les visiteurs. De quoi vous allez voir redorer son blason. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Lutte contre la délinquance et la criminalité. La division des investigations démantèle le gang des cambrioleurs. Parmi les personnes interpellées, les frères Konaré. Ils ont été interpellés pour association de malfaiteurs, vol commis en réunion, usage de violence, d'armes à feu, de véhicules, d'usurpation de fonctions et de recel. La police nationale a publié un communiqué de presse, un communiqué qu'a parcouru pour nous, Chérif Dia. C'est la suite, mais pas la fin d'une série d'arrestations du gang de cambrioleurs en plein jour. La division des investigations criminelles est passée par là. Les victimes s'appellent P. Konaré et son frère O. Konaré, interpellés à leur domicile après une perquisition. Sur les lieux, les éléments de la DIC y ont découvert des éléments accablants contre les frères Konaré. Il s'agit des plaques d'immatriculation, un gyrophare, des outils rase-clous, un pied de biche, un perceur, des clous en ticket, des cache-nez, des gants, des iPhones et des devises étrangères. Selon un communiqué de la police, l'un d'eux, P. Konaré, était bien connu des services de cette police judiciaire du fait de ses nombreuses implications dans de... Les frères Konaré vont rejoindre le reste de la bande. B. Faye, né en 1970 à Dakar, M. Diop alias Léo, né en 1983 à Dakar, et S. Beignan, né en 1974 à Dakar. Leur modus operandi commun consistait à cibler les maisons UP, à se présenter comme étant des agents de la police, de la SDE ou de la Sénélec. Après quoi, ils tiennent en respect les occupants trouvés sur les lieux avec usage de violence, d'armes à feu pour ensuite dévaliser tout bien précieux comme de l'or, de l'argent et des téléphones portables, selon la police qui les a déférés au parquet. Lundi dernier, à Dakar, le Sénégal et les États-Unis ont signé un accord de défense. Celui-ci doit permettre de faciliter la présence de militaires américains dans le pays pour notamment lutter contre la menace terroriste en Afrique de l'Ouest. D'après le directeur du Centre de recherche ouest-africain, cet engagement entre les deux pays va permettre au Sénégal de renforcer l'expérience de son armée. La réaction d'Ousmane Sène dans ce reportage signé Fatima Taba et Mardia. Union des forces pour faire face au terrorisme, le Sénégal parmi les États mobilisés, des moyens conséquents qui passent par la signature d'un accord de défense avec les États-Unis. Ousmane Sène décrypte. Je crois que les États-Unis ont éprouvé, ainsi que le Sénégal, le besoin d'avoir un point avancé de cette nature-là
pour pouvoir être plus présent et pour pouvoir intervenir en temps réel. Peut-être qu'il faudrait s'en féliciter si tant est que ce développement-là donnerait au Sénégal beaucoup plus de moyens pour faire face à la menace terroriste. L'armée sénégalaise a certes beaucoup d'expérience, mais collaborer avec l'armée américaine ne pourrait être que bénéfique. Elle est admirée, elle est respectée, urbi et orbi. Je crois que de ce point de vue-là, que des militaires américains s'installent ici, je crois que serait renforcer l'expérience diversifiée de l'armée sénégalaise, ce qui ferait que renforcer le fait que ce soit un peu un joyau, non seulement pour le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, mais pour l'Afrique et l'ensemble du monde entier. Après la France, depuis 1966, le Sénégal va accueillir une autre armée, une cohabitation sans crainte. Je voudrais être ce pays-là qui est libre de pouvoir accueillir d'autres pays, d'autres puissances, d'autres voisins, si tant est que la coopération entre nous fait avancer mes intérêts et les aide aussi en tant qu'amis. Je vois ça comme ça, je ne vois pas une confrontation entre la France et les États-Unis. L'accord de défense entre les États-Unis et le Sénégal a été signé le 2 mai dernier, un accord à durée indéterminée. Il permettra aux forces américaines d'accéder à des zones aéroportuaires ou militaires pour répondre aux besoins de sécurité et de santé. On passe à la politique à présent avec la réaction de Serine Bakendiaï qui se réjouit de l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État. D'après lui, la grande famille libérale doit se réunir et ce, dans l'intérêt du Sénégal. Le président de la convergence libérale et patriotique revient également sur les propos tenus par Idrissa Seck qui, selon lui, ne doit pas jeter d'huile sur le feu. Écoutons Serine Bakendiaï. Ses propos sont recueillis par Pape Faraning et Mardian. Nous pensons que nos petits intérêts personnels égoïstes n'ont pas d'importance devant les intérêts du pays. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours lutté. Et moi, j'ai toujours eu cette conviction. Parce que le président de la République, Abdoulaye Wade, l'ancien président, a beaucoup d'estime pour le président Macky Sall. Je sais que le président Macky Sall également a beaucoup d'estime et de respect pour le président Abdoulaye Wade. J'en sais quelque chose pour avoir discuté avec l'un et avec l'autre. Donc je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, le président Macky Sall ait justement lancé cet appel et que le président Abdoulaye Wade ait donné également la réponse qu'il a donnée. C'est au grand bonheur de notre pays, donc je pense qu'il faut que tout le monde y travaille. Lui, le président Wade me disait, avec un président, on ne parle jamais de préalable. On va à la table de discussion, maintenant on pousse tous les problèmes avec un grand T. Il faut, je pense, dans des circonstances comme celles que nous vivons aujourd'hui, prêcher la bonne parole. Il ne sert à rien de ramer à contre-courant. Idrissa doit savoir qu'en tout cas, je ne parle pas de son intérêt à lui, de ses intérêts. Mais l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais, c'est qu'il y ait un dialogue autour du président de la République, qu'il y ait un consensus. En début de semaine, alors qu'il présentait ses condoléances à la famille d'Oumou Salamata Tall, le président Macky Sall a tendu la main au Parti démocratique sénégalais. Un appel au dialogue qui fait polémique. La rédaction a voulu savoir ce qu'en pensent les citoyens sénégalais. Pour la plupart d'entre eux, l'idée de retrouvailles de la famille libérale est bien perçue. Suivons ce reportage de Mamadou Fall et Younous Diatta. Les retrouvailles de la famille libérale agitées par le président de la République agréent bien certains Sénégalais. Toutefois, il préconise un dialogue constructif pour le développement du Sénégal. Le président Macky Sall veuille s'asseoir, discuter, dialoguer avec ses camarades, ses ex-camarades du PDS, est un fait tout à fait normal dans la mesure où, connaissant le président Macky Sall, sachant que c'est un rassembleur, cela ne me surprend pas et c'est un fait tout à fait normal et auquel je m'attendais vraiment. Une retrouvaille, le président ne peut qu'en bénéficier. Retrouver son père, vraiment, c'est un avantage pour lui et c'est un avantage aussi pour son père. Parce que pour avoir bien discuté avec son père, mais chacun peut trouver un retrouvaille avec son père. Délivrer des conseils vraiment assez bons pour Macky Sall. À ceux qui pensent que cela pourrait affaiblir davantage l'opposition, qu'ils soient rassurés, car cela va favoriser une cohabitation responsable. N'oublions pas qu'en 2012, en sanctionnant le régime libéral du PDS, les Sénégalais n'ont pas sanctionné l'incompétence de Maître Wade, mais plutôt l'arrogance ou le mépris de certaines pontes, si vous voulez, de l'ex-régime libéral. Donc, des compétences, il y en a. Le Sénégal a besoin de l'ensemble de ses forces vives, de ses compétences pour vraiment émerger. C'est ce que j'encourage et que j'invite aux autres partis politiques de faire la même chose.
de se rapprocher du président, de dialoguer et essayer de trouver des solutions pour la bonne marche de notre pays. Wade Macky Idi, qui se retrouve, ne peut qu'être symbolique pour la génération future. Selon certains, c'est à eux de montrer le bon exemple. On passe à un autre sujet avec la sortie d'Aminata Touré qui se dit pour la réouverture du procès de Valdiodio Ndiaye, ministre de l'Intérieur sous le président Léopold Sédar Senghor. Il est condamné en 1962 à 20 ans de travaux forcés pour tentative de coup d'État. D'après les avocats Maître Aboubakri Baro et Maître Baba Diop, la révision du procès est possible sur demande du ministre de la Justice, du procureur général ou des personnes concernées. Seulement, aujourd'hui, le fils de Valdiodio Ndiaye dit ne plus rien demander, et cela à cause de promesses non tenues. Alassane Ba et Mohamed Tian. Réouverture du procès de Valdiodio Ndiaye, on en reparle, et c'est l'ex-premier ministre du président Sall, Aminata Touré, qui s'est prononcé sur la question. Une révision possible, bien sûr, de l'avis de ces deux juristes. C'est un cas de révision d'un procès pénal. C'est une possibilité qui est tout à fait donnée par notre code de procédure pénale. La réhabilitation judiciaire est tout à fait différente de la révision. La réhabilitation concerne une personne qui a été définitivement condamnée et pour recouvrer ses droits civiques et politiques, cette personne peut demander au procureur de la République sa réhabilitation. Et ce n'est pas n'importe qui est habilité à demander cette révision. Si l'ex-premier ministre, Mme Mimi Touré, en parle, il faudrait préciser que la loi ne lui offre pas la possibilité elle-même. Les personnes qui peuvent le faire, c'est soit le ministre de la Justice, ou bien la personne qui est condamnée lui-même, ou bien ses héritiers s'il est décédé. Valdiodio Ndiaye, ministre sous Senghor, est accusé de complicité de coup d'État avec feu Mamadou Dia, avait bénéficié de grâce présidentielle et on peut s'attendre à ce que cette réouverture se fasse. Une commission de révision est instituée et c'est cette même commission qui fait le travail. Donc ce que moi je vous parle, il n'y a pas eu encore de procès en révision au Sénégal, contrairement en France. Mais la réouverture n'est pas d'office, c'est-à-dire que il y a là d'abord la demande, mais ensuite il y a une commission qui doit statuer sur la demande. Est-ce que la demande elle est recevable ou pas? De l'avis de Maître Guédel Ndiaye, fils de Valdiodio, sa famille ne demande plus rien et pour cause, il y a eu trop de promesses non tenues. Ils comptent réhabiliter la mémoire de leur défunt père à Kaolack. Je vous l'annonçais en titre, c'est finalement en septembre 2016 que sera livré le nouveau bâtiment qui abritera la Cour des comptes. Un retard de 9 mois qui s'expliquerait par l'extension du bâtiment. L'immeuble va compter 220 bureaux et une salle d'audience. Coût des travaux, 7 milliards de francs CFA. Le ministre du Renouveau urbain et de l'urbanisme s'est rendu sur le site ce matin. Retour sur cette visite avec Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. 5 niveaux, 2 sous-sols. Un rez-de-chaussée. Parmi les pièces, cette salle d'audience. Elle peut contenir jusqu'à 400 personnes. C'est ici les nouveaux locaux de la Cour des comptes. Je suis très satisfait de l'exécution. Au regard du délai consenti, 24 mois, je pense que ça nous paraît un peu petit. Mais aujourd'hui, on a vu que vraiment l'entreprise a travaillé. Et j'espère qu'en 2016, en septembre, ces travaux seront achevés. Satisfaction aussi notée par la direction de la construction des bâtiments et édifices publics. C'était un délai d'exécution de 24 mois. Mais à la suite de la demande de la Cour, nous avons fait une requalification du projet. Donc il n'était pas prévu de faire 2 sous-sols. C'est pour l'archivage des documents. Et cela a fait que l'agence a fait donc un autre contrat avec l'entreprise au niveau de la DCMP pour allonger les délais de 9 mois. Donc le délai fait 33 mois. Quelles observations alors pour les futurs occupants? Actuellement, la cour est éclatée sur 3 sites. Il y a le site des Almadies, celui du Point E et celui de l'immeuble Faisal. Vous voyez ce que ça fait comme problème de coordination. Donc un siège, ce siège-ci s'est terminé, fonctionnel. La cour va se retrouver. Aujourd'hui, la Cour ne peut pas recruter un seul membre de son personnel parce qu'il n'y a pas de place. Les ingénieurs ont encore 4 mois pour remettre les clés du siège dans la Cour des comptes. Vont-ils respecter les délais? En tout cas, Diène Farbassar avertit. Nous, journalistes, top
ministre yaa waxoon 2016 loolu wóorut moo tax ma ne entreprise na ma wax lu leer a leer comme ça en 2016 au moins ñu mën joxe clé yi. À Rufisque, les sages-femmes dénoncent leurs conditions de travail et disent exercer leur métier difficilement. Elles rejettent également les accusations selon lesquelles les patientes seraient mal accueillies et mal prises en charge. Leur réaction dans ce reportage d'Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Dans toutes les structures sanitaires visitées à Rufisque, le sentiment des sages-femmes reste le même. Un métier certes passionnant, mais plein de contraintes. C'est le cas à la maternité du centre de santé. Le métier, c'est pas facile du tout. Il y a le surcroît de travail qui pose. C'est pas facile. Il y a beaucoup de contraintes. Avec les malades, on n'a pas une vie de famille. Oui, par rapport à la prise en charge, tantôt il y a des problèmes. Parce que des fois, on rencontre des malades qui ne sont pas faciles à gérer aussi, ce qui pose des problèmes aussi. Souvent accusées d'être très tendres avec les patientes qu'elles reçoivent, ces sages-femmes s'en défendent. Dans la structure, il n'y a pas que les sages-femmes qui sont là. Il y a le personnel communautaire qui est là. Et des fois, je crois que ce n'est pas le cas. On les accueille bien, on les prend en charge jusqu'à l'accouchement. Oui, si on pouvait recruter d'autres sages-femmes, ce serait vraiment l'idéal. Tel n'est pas le cas ici à Rufisque. On prend les patients comme il le faut, de leur entrée jusqu'à la sortie. Ce que nous accusent les sages-femmes ici, on ne le fait pas. Donc nous, on fait notre travail comme il le faut. Des sages-femmes qui plaident pour le recrutement de leurs collègues diplômés afin de régler le manque d'effectifs noté dans certaines maternités. En outre, ces sages-femmes invitent les femmes au respect strict de leur visite prénatale afin de limiter les nombreux cas de complications souvent notés dans leur métier. À présent, direction le département de Dagana, le plus accidentogène du Sénégal. Pour sauver les victimes d'accidents, la Corée du Sud a offert du matériel hospitalier à l'hôpital de Richard Toll. Notre correspondant Ousseynou Diop nous en dit plus. Les malades en urgence du département de Dagana n'auront plus besoin de se déplacer à Saint-Louis ou dans les grandes villes pour se soigner. L'hôpital de Richard Toll vient de se procurer d'un don de matériel hospitalier offert par l'Agence de la coopération internationale de la Corée pour équiper tous les services. Ce projet avait pour but la fourniture de matériel médical, l'amélioration de la santé environnementale et l'éducation de l'équipe médicale et des résidents locaux. Nous espérons donc que ces nouveaux équipements aideront tout le personnel et les malades dans les soins qui sont fournis dans ce centre de santé. Le département est le plus accidentogène au niveau national. Ce matériel permettra surtout de sauver des vies en cas d'accident. Ce matériel va nous aider surtout à prendre en charge les malades d'asthme. Le matériel va surtout nous aider à ne plus évacuer à Saint-Louis pour tout ce qui touche le CG. Pour tout ce qui touche l'échographie cardiaque, pour tout ce qui touche l'oxygène. L'hôpital de niveau 1 enregistre 50 césariennes par mois. La Corée a affecté à la structure communale une infirmière d'État pour aider les populations. Ce matériel hospitalier est surtout venu à son heure pour éviter le déplacement aux malades en urgence. Vous ne pouvez pas faire 15 jours sans qu'il y ait un accident où il y a beaucoup de blessés. Alors, quand les blessés venaient au niveau de l'hôpital de Richard Toll, on les prenait en charge au niveau du service de médecine où il y avait des hospitalisés. Donc, il y avait possibilité à l'heure actuelle de trucs nosocomiales, d'infection nosocomiale. Il y avait des possibilités aussi d'infection des malades. Le Sénégal et la Corée renforcent leur coopération à travers ce don de matériel estimé à plusieurs dizaines de millions. Désormais, le département de Dagana peut compter sur ses propres moyens pour soigner ses malades. En Casamance, l'État poursuit le processus de désenclavement de la région. Le port de Ziguinchor va s'étendre sur 2 hectares et un terminal d'hydrocarbures de 16 mètres cubes va y être installé. Autre réalisation, la construction d'un port de pêche à Boudodi, le dragage et le balisage du fleuve Casamance. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, Yerim Tchoub, est interrogé par notre correspondant Boubacar Diassi. L'extension du port de Ziguinchor, la réalisation du terminal hydrocarbures, la construction du port de pêche font partie du package qu'on appelle programme Orio, qui est en cours d'exécution. Au niveau du dragage, terminé, balisage qui va se terminer le 15 mai. Donc la suite des opérations consiste justement à étendre le port de Ziguinchor, l'actuel port de commerce sur 2 hectares,
réaliser le terminal hydrocarbures de 16 000 m3 et construire le port de pêche de Boudodi. C'est dans le programme actuel. Nous allons bientôt lancer les dossiers d'appel d'offres. C'est déjà des choses finalisées. Tout cela était suspendu à la suite des opérations à la désignation de superviseurs des travaux acceptés par le projet Orio. Parce que n'oublions pas, messieurs, que cette affaire ce n'est pas seulement l'ANAM qui est en cause. Nous avons le bailleur de fonds qui finance et qui a ses propres moyens de contrôle. À la Médina, le maire Bamba Fall passe à l'action et signe un décret interdisant l'exploitation des talibés dans son périmètre communal. Hier, jeudi, Bamba Fall a inauguré 2 écoles destinées aux jeunes talibés, des écoles qui ont pour objectif d'accompagner les maîtres coraniques dans l'éducation religieuse et de mettre fin à la mendicité des enfants. Plus de détails avec Dissa Prera et Modou Diop. Désormais, interdiction est faite à tout talibé de s'adonner à la mendicité dans le périmètre communal de la Médina. Le maire a pris un décret bannissant cette activité dans la commune. On a profité aussi de l'occasion pour matérialiser la fin de la mendicité à la Médina. Nous avions eu à travailler avec les Serigne Dara depuis 2 ans. Il nous restait que 3 Dara. Nous venons aujourd'hui de les accompagner pour fermer définitivement leur Dara. C'était presque la même physionomie que la Dara qui avait pris feu il y a 3 ans. Donc on a demandé à ce qu'on ferme les Dara. Il y a une enveloppe consistante pour sortir de la Médina, aller vers la banlieue ou ailleurs. Là au moins ils peuvent avoir un bâtiment ou bien un bon logement au profit des enfants. Éradiquer la mendicité en fermant. Elle propose aux maîtres coraniques une prise en charge salariale, mais aussi un cadre adéquat de travail. On a demandé aux marabouts, si vous voulez enseigner le Coran, on vous soutient. Venez prendre une salle de classe, on vous paye. On vous donne le lait à l'école, on vous donne les uniformes. On vous donne 2 médecins aussi. Mais si vous voulez exploiter les enfants, vous sortirez de la Médina. Et je pense que dans le contrat, on a été clair. Si les dispositions ne sont pas respectées, c'est la police qui agit. Parce que vraiment, il y a l'aspect juridique aussi. Les Dara qui refuseront de se plier au décret municipal seront délocalisés hors de la Médina. Objectif de la mesure, stopper l'exploitation des enfants à travers la mendicité. On reste avec la lutte contre la mendicité des jeunes talibés. Après la Médina, direction la commune de Ngor, où une mosquée et un dara moderne seront bientôt construits. Une initiative de l'imam Mohamed Nias, également président de l'association Solidarité des serviteurs de l'islam. Il a annoncé que l'école coranique sera publique. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Fatih et Mohamed Dien. R+3 la jëm ñu ci yéene jaamu yàlla ci suuf moom la ñuy jullee ci kaw fa la internat bi di tege xale yaa ngi nii di jàng commencé nañ ko amagum nañ. Le bâtiment est un R+3 composé d'une mosquée et d'une école coranique moderne. Les enfants peuvent y apprendre le Saint-Coran. Nous avons quasiment pu finir le rez-de-chaussée et nous espérons terminer les travaux bientôt. Nous voulons participer au développement du pays. Le Dara peut accueillir jusqu'à 500 personnes, idem pour la mosquée. Nous combattons par ce geste la mendicité des talibés. Démarrage ce dimanche des activités relatives à l'appel de Seydina Limamoulaye. Depuis 1982, les fidèles se rendent au mausolée de Seydina Issa Laye, situé à Cambérène. Salif Sow et Asmalik Diop reviennent sur l'histoire de cet événement religieux. Ici repose Seydina Issa. Il fut le premier khalife de la communauté layène. Devant son mausolée débutent les activités de l'appel. Ce, depuis 1982. Lui-même, Seydina Limamoulaye, à chaque fois qu'il quittait Kem Médine pour aller vers Yoff, il passait en fait dans ce village, dans le site d'aujourd'hui, de l'époque, pour aller à Yoff. Mais arrivé à la hauteur du village, qu'est-ce qu'il disait? Et pourtant, c'est ici le village. Bon, l'appel démarre à Cambérène parce que Seydina Issa Laye lui-même est la porte du Mahdi. Et on ne peut entrer dans une chambre que par sa porte. Parce que c'était prévu par les Écritures saintes. Et donc,
forcément, il y a une sorte de complémentarité. Le mausolée du fils aîné de Seydina Limamou Laye est chargé de symboles. Décédé le 21 août 1949 à l'âge de 73 ans, Seydina Issa Rohou Laye est inhumé ici sous son onction. C'est aussi lui, le créateur du village religieux Cambérène. C'était en 1914. Le site de son enterrement, lui, Seydina Issa Rohou Laye, a été choisi par lui-même. Il le savait d'avance. Il n'aimait pas également que les gens s'aventurent dans cet endroit. Donc il savait que c'était un endroit réservé. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a quitté ce bas monde, il a été décidé par son successeur Seydina Mandione, deuxième calife, et les notables qui étaient là, de l'enterrer ici. Le 136e appel, ce sera le dimanche matin. Le thème du 136e appel porte sur le dialogue comme étant la solution des crises. Et à 2 jours de l'appel de Seydina Limamou Laye, le groupe Futur Média a donné sa contribution à la famille layène. Des packs d'eau ont été distribués, un geste que salue le porte-parole du Khalif des Layènes. Écoutons Abdou Aziz Mbaye, ses propos sont recueillis par Pape Faraning et Pape Fall. Nous sommes là au nom du président Youssou Ndour. Nous venons apporter la contribution du groupe en eau. Vous savez, l'eau a une importance capitale. Le groupe Futur Média va honorer sa présence lors de cet événement avec tous ses supports. Déjà, vous avez vu les bandes annonces et autres émissions religieuses déjà réalisées. ñu def ko en direct ba nga mën koo seetaan ci anam yu rafet a rafet. seen ñëw bi ñëw bu sori la ñëw bu ñu neex li. Vraiment, nous nous réjouissons de votre présence à Yoff. Vous êtes toujours les bienvenus aussi dans les autres cités religieuses. te loolu nag la réew mi soxla nit ñi booloo bañ a xeebante. J'aime en vous vos parents dont vous êtes la joie. J'aime en vous votre patrie dont vous êtes l'espoir. Rassemblez aujourd'hui autour de moi, vous vous disperserez bientôt. Mais si je peux laisser dans vos esprits des idées vraies, des sentiments généreux, ce sera ma plus douce récompense. Enfant, votre maître vous aime et vous aimera toujours, moi, Darigi. Que vous demande-t-il en échange? Rien qu'un peu d'attention à ses leçons, un peu de respect pour sa parole, et si vous avez du cœur, un peu d'affection pour sa personne. Après la religion, on parle entrepreneuriat, à créer une société dans des délais extrêmement courts, comme en Europe. C'est possible, selon Serine Boup. Le président de la Chambre de commerce de Kaolack estime que les procédures peuvent être facilitées en mettant en place une collaboration avec la Chambre de commerce, avec des organismes comme l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale ou encore la Sonatel. Il reste convaincu que l'idée d'une maison de l'entreprise est bien réalisable. Serine Boup s'exprimait en marge de la foire internationale de Kaolack. Écoutons-le. La foire de Kaolack, c'est une foire commerciale, mais de l'innovation aussi. Aujourd'hui, on est en train de montrer qu'au Sénégal, on est capable de créer une société à 15 minutes. Comme ce qui se passe, dans les pays les plus développés. Vous savez que pour créer une société, il faut un notaire, greffe tribunal, les impôts et ANSD. Le fait de le regrouper permet de créer une société en 15 minutes. Avant que la Chambre de commerce s'intéresse sur ce point, on pouvait passer un mois. Actuellement, on le fait en 48 heures, mais au niveau du FECA, c'est 15 minutes. Pour le pérenniser, que chaque fois on peut le faire en 15 minutes et rajouter même d'autres services, et presse, caisse sociale, Sonatel, pour que la maison de l'entreprise devienne une réalité, qu'on peut créer une entreprise très rapidement. Le Sénégal, comme on disait, Sénégal émergent, passe d'abord par des procédures et par la facilitation. Et je pense que Kaolack a toujours montré qu'on est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Journée nationale du patrimoine, édition 2016. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce vendredi au Théâtre national Daniel Sorano. Au menu, des manifestations culturelles et des rencontres entre les différents acteurs. Écoutons Seydou Nouroukan, chef de division des sites et monuments historiques. Il revient sur l'importance du patrimoine dans la vie d'une nation, mais également sur sa préservation. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Ibou Diouf.
sont extrêmement importantes non seulement pour le ministère de la Culture, mais pour toutes les populations sénégalaises. Le Sénégal est un des pays qui a pu réussir ce que beaucoup de pays n'ont pas eu à réussir. Nous avons déjà sur la liste du patrimoine mondial 7 sites. 7 sites dont 5 sont des sites culturels et 2 qui sont classés sur la liste du patrimoine naturel. Et nous avons aussi 2 autres sites qui sont classés sur la liste du patrimoine immatériel. La raison pour laquelle aujourd'hui il est extrêmement important que les populations sachent le travail fourni par le ministère de la Culture au nom du gouvernement sénégalais. L'ancienne gare ferroviaire de Dakar est le nouveau visage de la Biennale édition 2016. Depuis le démarrage des activités, le site est pris d'assaut par les artistes et par les visiteurs. Ibou Diouf et Younous Diatta ont voulu mesurer l'impact de cette manifestation culturelle sur l'ancienne gare ferroviaire de Dakar. Suivons leur reportage. TIS retrouve une seconde vie. L'ancienne gare de Dakar est occupée par certains biennalistes. Une décision pour montrer l'importance de la gare dans l'histoire du Sénégal. Il faut donc comprendre que sur le plan économique, le poumon d'évacuation de toutes les richesses du Sénégal, c'était cette gare-là. Ce n'est pas par hasard que cette gare est à côté du port. Il y a donc une vie sociale extrêmement intense qui doit être lue comme ce qu'on appelle une étape finale par rapport au processus à l'intérieur du pays et aussi par rapport au processus en Afrique de l'Ouest. La Biennale Dakar est un événement important dans le calendrier culturel du Sénégal et la gare de Dakar pour accueillir quelques participants de cette 12e édition. Là également, vous allez voir que ça a été remis en état et ça va constituer le village des arts. Le musée est à côté de la gare et je pense que cela n'entrave absolument rien à l'architecture même de la gare en tant que telle. Parce que la gare, si vous voyez, elle est toujours sur place. Bien vrai qu'il y a de petites ruines, mais pas de petites ruines, mais de petites fissures. Ça nécessite quand même une réhabilitation. L'ancienne gare de Dakar, témoin de l'histoire, il s'agit maintenant de notre patrimoine. Maintenant, il faut l'habiller et y mettre des objets qui ont un vécu quotidien pour qu'il ait le statut de musée. C'est vrai qu'il est à côté du musée des civilisations noires, mais contrairement au musée des civilisations noires, la bâtisse elle-même porte une histoire et c'est extrêmement important. Biennale, l'ancienne gare de Dakar reste le site d'accueil de nombreux artistes. De belles rencontres en perspective. Et il y a une innovation cette année dans cette biennale, le marché de l'art africain, une initiative qui va permettre aux artistes de vendre leurs créations. Aïssatou Paye et Modou Diop nous en disent plus. Avoir le loisir d'acheter des tableaux ou objets des expositions IN est désormais possible. Pour la première fois, le marché de l'art africain va se tenir. Grande innovation de Khalidou Kassé, un marché africain, plusieurs objectifs. Mais pourquoi ne pas créer aujourd'hui ce forum de rencontre pour permettre aux artistes, aux collectionneurs de venir acquérir une œuvre d'art originale avec un certificat d'authenticité. Mais susciter aussi un forum pour parler de la circulation et de la commercialisation des œuvres d'art. On pense aussi créer un forum qui va aujourd'hui essayer de réguler tout cela pour aller vers une cotation des œuvres d'art. La connexion faite entre acheteurs, marchands et créateurs, la promotion du marché, un moyen pour les artistes de tirer leur épingle du jeu. Le lieu de la rencontre entre les créateurs et les consommateurs. Donc il faut considérer l'œuvre artistique comme un produit, comme un bien économique, comme on produit un véhicule, comme on construit une maison, comme on fabrique un bijou. Il faut qu'il soit vendu, il faut qu'il trouve un marché, il faut qu'il trouve des acheteurs qui vont permettre à nos artistes de vivre de notre art. S'y ajoute la structuration du marché de l'art africain. Dans cette expo des œuvres qui coûtent 50 millions, 200 millions, qui coûtent 25 millions. Et il est important aussi de voir de faire la différence entre le faux et le vrai. Ça, c'est très important. Aujourd'hui aussi au niveau du trafic, quand on sait qu'aujourd'hui sur le blanchiment d'argent, il y a des œuvres d'art peut-être qui circulent à travers le monde, nous tenons compte de tout cela. Des pièces anciennes datant de 500 ans avant Jésus-Christ, des collections de Amadou Yassine Thiam, Serigne Touba Sène, le Madak est bel et bien ouvert.
Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons avec du basket et le 3e tour des playoffs de Saint-Louis. Le derby du Nord tourne à l'avantage de Saint-Louis Basket Club. Le SLBC a battu l'université Gaston Berger sur le score de 57-49. Suivons les réactions des deux entraîneurs, Ndiagalo et Malik Bachir Diop. Leurs propos sont recueillis par Ousseynou Diop, notre correspondant à Saint-Louis. De basket, hein? Il fallait un vainqueur et un vaincu. Donc Dieu a fait qu'aujourd'hui, on nous a gagné. Mais nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné cette défaite. Voilà, contre la douane, on a 26 points, on cherche 32 points. On l'aura, Inch'Allah. La douane a eu 2 défaites, ça c'est pas grave. Toutes les équipes c'est voilà. Il n'y a pas UGB et Saint-Louis Club, il n'y a pas de petites équipes. Hein. Donc toutes les équipes ça va. Donc il faut bien travailler pour gagner. Aujourd'hui, vous avez vu, on a bien joué, on a perdu. Il y a 2 pour faire un match. Et ils nous ont vraiment poussé. Parce que n'oublions pas que l'UGB est champion du Sénégal. Et cela, nous étions outsiders et nous faisons que continuer notre route. Cette victoire va nous pousser, d'accord, mais nous restons sur nos gardes. Et c'est pour aller au moins sur les demi-finales. Une victoire nous suffira pour aller en demi-finale sur 5 matchs. On va essayer de gagner notre prochain match, Inch'Allah. La taekwondiste Binta Diédiou va lancer ce samedi une association destinée à promouvoir les valeurs du sport. La championne du monde veut mettre à profit son expérience à la jeunesse de son pays. Portrait de l'athlète avec Chertidiane Diao. Elle a porté les couleurs du Sénégal au plus haut niveau en Afrique et dans le monde. Le palmarès de la taekwondoïste est éloquent. J'ai décroché plusieurs fois championne d'Afrique, comme 4 fois championne d'Afrique. Et 3e mondial, je peux dire que je suis la première Sénégalaise à emporter la médaille bronze au championnat du monde. Et plusieurs fois Coupe du monde francophonie. Donc j'ai fait une longue parcours et 2 fois participé aux Jeux Olympiques. L'athlète conscient de son vécu, de son expérience acquis durant sa carrière veut capitaliser et mettre à profit tout cela pour la jeunesse de son pays. Je peux apporter beaucoup à la jeunesse sénégalaise. Je peux apporter beaucoup d'expérience, leur montrer comment fonctionne le niveau national et le niveau international. Moi, je peux juste fournir les jeunes beaucoup d'expérience. Au premier pas dans cette aventure, la championne du monde va lancer une association destinée à promouvoir les valeurs du sport pour développer l'esprit de solidarité et de partage. Merci Chertidiane Diao, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Pour ma part, je vous dis à demain 20h pour le journal du soir et je laisse le témoin, je donne le témoin plutôt à Boubacar. Excellent week-end tout en journal sur la TFM. Les téléspectateurs retrouveront bien sûr sur la TFM tout au long du week-end. L'invité du journal arrive juste derrière et ce sera avec Mamoudou Bakana tout de suite.